C'est comme ça que Raël, ainsi qu'il se surnommera, a rencontré pour la première fois les extraterrestres. Et cette lumière clignotante dans le ciel est descendue doucement. Et il n'y avait aucun bruit, simplement une espèce de masse imposante. Et une trappe s'est ouverte sous l'engin. Et là, on est arrivé sur la planète où ils vivent et où j'ai pu voir une civilisation extraordinaire qui est notre futur, en fait. C'est une civilisation qui a 25 000 ans d'avance sur nous. Le 27 décembre 2002, la secte raélienne annonce la naissance du premier bébé cloné de l'histoire de l'humanité. Une avancée scientifique incroyable dans le monde de la génétique. Depuis plus de 20 ans maintenant, Raël, leur leader, annonce la venue de cet enfant. 20 ans aussi que le monde entier se moque de son projet fou, celui d'accomplir le fameux plan des dieux créateurs, le peuple d'extraterrestres des Elohim, projet devenu d'ailleurs réalité. Pourtant, aujourd'hui, en 2025, personne n'a encore jamais vu Ève, la première petite fille clonée de l'humanité. Comme pas mal d'histoires de sectes, celle de Raël, vous le verrez, commence avec un monsieur tout le monde. Et pour ceux qui suivent assidûment les vidéos de la chaîne, vous verrez que tous ces gourous et leurs histoires se ressemblent vachement. Raël n'est pas encore Raël, mais Claude Vorillon lorsqu'il vient au monde le 30 septembre 1946. Son père est un industriel alsacien de confession juive qui se réfugie en Auvergne pendant la guerre. Bien qu'il soit déjà marié, il a eu une aventure avec Colette Michel, née Vorillon. Vous l'aurez compris très vite, le petit Claude naît de leur union illégitime. Il passe toute son enfance dans le Puy-de-Dôme. Passionné de sport automobile, il se rêve pilote de course. Et ce qui lui plaît dans cette pratique-là est qu'elle exige de se surpasser et surpasser l'autre. Mais il a aussi une passion pour la musique et apprend donc à jouer de la guitare. À l'âge de 15 ans, le jeune Claude a des ambitions plus grandes que de rester dans ce trou perdu montagneux. Ce qu'il veut, lui, c'est devenir chanteur. Avec sa guitare donc, comme pas mal de jeunes gens dans les années 60, il part à Paris dans l'espoir d'y faire carrière. Il sort quelques chansons dans le style Jacques Brel sous le nom de Claude Sélé. Mais une triste nouvelle vient s'abattre sur lui, le suicide de son producteur, qui va mettre très vite fin à sa carrière. Il se retourne donc très vite vers son autre passion, le sport automobile. À partir alors de 1966, il fonde une revue mensuelle de sport auto, Autopop. Mais malheureusement, comme vous le connaissez peut-être, l'insouciance des années 1960 se termine dans la décennie 1970 avec un choc pétrolier très violent. Le gouvernement vote alors une loi pour limiter les sports motorisés et rationne le pétrole. Coup du sort pour lui, vous imaginez, après le suicide de son producteur qui a mis fin à sa carrière de chanteur, son magazine Autopop doit s'arrêter après seulement 34 éditions. Nécessité fait loi, il doit alors trouver une autre vocation professionnelle. Mais à votre avis alors, que va-t-il trouver? On s'en doute très forcément, mais c'est le destin, vous verrez, qui va choisir pour lui. Le 13 décembre 1973, celui qui se fait encore appeler Claude se promène tranquillement au lieu dit du Puy de la Vache, au Puy de la Solace. Et à ce moment-là, dans le ciel, il voit un objet très lumineux qui attire directement son attention. L'objet se rapproche de plus en plus de lui, et à quelques mètres maintenant du sol, et un escalier, paf, tout d'un coup, se déploie de l'engin volant. Il voit alors là deux jambes qui descendent les marches, deux jambes qui sont d'ailleurs totalement vertes. Un être humanoïde vert s'approche de lui, et il s'adresse à lui bizarrement en français. Claude, très surpris, lui demande alors comment il peut parler sa langue. Et comme il l'expliquera plus tard, l'être lui aurait répondu qu'il parle toutes les langues de la Terre. Il lui révèle aussi qu'il est venu à sa rencontre pour lui délivrer un message. Lui, Claude, a en réalité été conçu par un peuple extraterrestre supérieur, le peuple des Elohim. Ce peuple a créé apparemment les êtres humains de manière scientifique, un peu comme on crée des embryons in vitro, à partir d'une autre cellule. Les humains ne sont que les créatures des Elohim et lui. Claude Vorillon se nomme en réalité Raël, ce qui signifie messager, car en réalité, il est le messager des Elohim, leur prophète, tout comme Jésus l'a été avant lui. Et il a le devoir de préparer les humains à la rencontre avec le peuple créateur. Car ce que l'on nomme Dieu, ce sont eux. Elohim signifierait précisément ceux qui sont venus du ciel, en hébreu. Et les traductions apparemment de la Bible seraient simplement fausses. À partir alors de cette rencontre, la vie du petit Claude, ce petit monsieur tout le monde que personne ne connaît, va totalement basculer. Dès cet instant,
Claude se fait maintenant appeler Raël. Mais alors, est-ce un hasard? En cette période de Noël 1974, plusieurs milliers de témoins disent avoir aperçu des points lumineux dans le ciel, et tout ça en France. Les actualités sont en ébullition au sujet de ces mystérieuses apparitions d'OVNI. Même dites-vous que les autorités conseillent aux témoins de contacter directement les gendarmes. Jacques Chancel, présentateur TV, invite alors Raël sur le plateau. Et vous l'aurez deviné, cela va être un véritable boulevard pour le gars. Il décrit sa rencontre avec les extraterrestres. Et il dit d'ailleurs même exactement ceci. Ça s'est passé d'une façon assez bizarre. C'était début décembre et j'avais envie de prendre un bol d'air et d'aller un petit peu me balader. J'aimais plutôt les volcans, donc je me suis dirigé vers là-bas. J'étais dans la région de Clermont-Ferrand, où j'habite d'ailleurs. Et je suis parti au-dessus de Clermont-Ferrand dans un volcan. Très précisément, un endroit qui s'appelle le Puy de la Vache. Et là, j'ai vu en me promenant à pied quelque chose qui brillait dans le ciel. Et j'avais affaire à quelque chose d'assez inquiétant. De plus en plus inquiétant dans la mesure où je m'attendais à ce que ça reparte très vite, à ce que ça disparaisse. J'aurais pu dire en rentrant chez moi, tiens, j'ai vu une soucoupe volante. Mais si j'aurais dit ça, tout le monde aurait ri, et on ne m'aurait même pas cru. J'avais peur, j'avais envie de partir, mais je ne partais pas. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je ne partais pas, et puis un escalier s'est déplié sous l'appareil. Et j'ai d'abord vu 2 jambes, j'ai pensé à des jambes d'enfant, parce que c'était des jambes de très petite taille. Des jambes d'ailleurs qui étaient vertes. Ensuite, il a parlé. Et il a parlé dans un français très pur. Il m'a dit qu'il pouvait parler toutes les langues du monde. Il a dit d'ailleurs qu'il allait me confier un message très important pour l'humanité entière. Et là, sur le plateau, vous imaginez, on voit le public sourire et très moqueur. Mais lui continue à raconter son histoire. Ces êtres cherchent désespérément à entrer en contact avec nous. Ils sont ceux qui nous ont créés. Ils sont ceux qui sont importants pour nous. Il est sûr de ce qu'il raconte et il persiste. Il a vu un extraterrestre. Et alors progressivement, son histoire attire de plus en plus l'attention d'autres médias, qui l'invitent sur leur plateau. Partout, on va lui demander de raconter son histoire, ce qu'il a vécu, de décrire cette rencontre très particulière du 3e type. Lui, alors, ne se retient pas du tout. Il raconte encore et encore à qui veut l'entendre comment l'être Eloa lui a révélé sa mission. Selon lui, si on peut croire à un dieu à barbe blanche assis là-haut, pourquoi pas croire aux extraterrestres? Après tout, il suffit pour lui de regarder attentivement le monde qui nous entoure, la nature aussi, pour se rendre compte très vite que rien ne semble avoir été laissé au hasard. Il s'appuie alors sur le vieux principe philosophique de finalisme. La nature ne fait rien en vain. Pour lui donc, ce n'est pas la nature qui nous a créés, mais bien les Elohim dans un laboratoire. C'est pourquoi, dans leur univers, tout a une fin, un but, un objectif et une raison d'être. Pour Raël, la machine est lancée. Le petit homme chétif qu'on appelait Claude est sur le point là de fonder un empire sous le nom de Raël. Lui se dit honnête et affirme qu'il ne cherche pas à convaincre les gens. Il dit juste simplement ce qu'il a vécu. Mais c'est sûr, il faudrait une imagination débordante pour inventer cette histoire. Ceux qui adhèrent donc à son récit le font par choix, mais aussi par croyance. Certains vraiment y voient une révélation, notamment des personnes qui sont déjà persuadées de l'existence de ces êtres supérieurs. Il ne faut pas croire, parmi elles, des personnes d'horizons tout à fait différents. Des scientifiques, des enseignants et même des militaires. Avec le temps alors, le jeune Claude Vourillon change complètement. Il abandonne totalement son style un peu classique et adopte les cheveux longs. Il se couvre aussi d'un manteau à fourrure et d'un gros pendentif autour du cou. Il s'agit en fait d'une étoile de David qui comporte en son centre un svatika, un symbole bouddhiste que l'on retrouve très régulièrement dans le livre des morts. Selon lui là, il s'agit en fait du symbole des Elohim qu'il a vu gravé sur le vaisseau et brodé sur la combinaison de l'Eloa. Alors, petit à petit, il regroupe autour de lui des dizaines de fidèles. La plupart des personnes vont le décrire comme quelqu'un de plutôt magnétique. Il dégage vraiment un fort sentiment d'amour et de sincérité. Et attention parce que à partir de là, vous allez voir, ça va partir littéralement en steak. Les rassemblements raéliens se déroulent dans la nature, où Raël leur demande de se mettre complètement nus pour observer les rituels. Je vous l'avais dit que ça allait partir en steak, hein. On trouve pas mal de photos et de vidéos de tout ce petit monde complètement à Walp. Et oui, chaque membre doit recevoir un baptême. Selon Raël, chaque individu a un code génétique qui émet une certaine longueur d'onde. Une longueur d'onde mesurée est transmise à un ordinateur au-dessus de nous qui supervise nos actions et nous unit au Créateur. Raël mouille ses mains,
pose la main droite sur le front du baptisé et la main gauche sur la nuque et annonce « Les Elohim t'ont reconnu ». Le fidèle est alors en directe connexion avec le peuple créateur. Le rituel a pour but de montrer sa reconnaissance envers les créateurs, les Elohim. Puis, il prie. Les promeneurs d'ailleurs peuvent même les apercevoir assis au sol, les mains tendues vers le ciel et les yeux fermés, tentant de recevoir un message et de communiquer avec les créateurs. Ensemble, ils remercient les Elohim et crient tous en chœur « Je suis fier d'être raélien ». Raël, pendant ce temps-là, lui joue de la guitare et chante en boucle « Elohim, Elohim ». Il passe de longs moments à scruter le ciel dans l'espoir d'apercevoir un vaisseau. Ça peut prêter à sourire, honnêtement, de vous décrire comme ça, mais en réalité, c'est une véritable effervescence là qui se passe autour de lui. Les femmes le trouvent séduisant avec ses cheveux bouclés châtains et ses yeux bleus. Les hommes veulent tous pratiquement devenir ses apôtres et ainsi des messagers des Elohim sur terre. Chaque fidèle en fait cherche à se faire bien voir du gourou et obtenir surtout une place confortable auprès de lui dans la communauté des Raéliens. Tous pensent être réellement des créatures issues des laboratoires des Elohim, ces êtres dont la science et la civilisation sont beaucoup plus avancées que nous. Ensemble, les fidèles alors tiennent des stands dans la rue, distribuent des tracts ou font du porte-à-porte, dans un seul et unique but, répandre le message. Fin des années 70, les Raéliens sont de plus en plus nombreux. Raël, lui, conquit toujours plus de monde, et maintenant que son message est passé en France, il se met de plus en plus à voyager pour continuer de répandre son message, cette fois-ci dans le monde entier. Mais, à vrai dire, pas uniquement. Un jour, Raël rassemble ses fidèles. Il a une annonce de la plus haute importance à leur faire. Il leur explique qu'il a rencontré à nouveau son guide Eloa. Plus que ça, il a pris place à bord du vaisseau spatial. Et ils ont voyagé plus vite que la lumière à destination de la planète des Elohim. Une planète merveilleuse où tout est agréable et harmonieux. Un paysage paradisiaque, dit-il. Par exemple, il ne pleut jamais le jour, mais seulement la nuit. Il croise même des écureuils apparemment avec des têtes d'ourson roses et bleues. Et à son arrivée, il est convié apparemment à un repas avec les autres prophètes. Moïse, Mahomet, Bouddha, Jésus et Élie. Une musique d'ambiance se fait entendre et diminue lorsque l'un d'eux prend la parole. Et pendant que des serviteurs servent un festin, des femmes dansent nues. Son guide Eloa lui révèle alors que la planète abrite un laboratoire scientifique où des êtres humains sont créés à partir de cellules, notamment les cellules de Jésus et de Moïse, ce qui permet aussi de les maintenir en vie. Sur la planète habitent aussi des milliers de terriens, et pas n'importe lesquels, ceux qui se sont élevés pendant leur vie sur Terre en faisant preuve d'ouverture d'esprit ou grâce à des découvertes qui ont fait progresser l'humanité. Son guide lui présente ensuite Jésus en personne. Il lui révèle que c'est en réalité son propre frère. On nage en plein délire. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Revenu sur Terre, Raël décide alors de structurer son organisation et de lui trouver un QG. Il achète alors un domaine qu'il nomme directement, vous l'aurez deviné, Éden. Et il s'y installe dans une maison entourée de verdure. Raël organise des séances de méditation alors avec ses fidèles pour communiquer avec les gens d'en haut, les créateurs. Ils vivent nus, en groupe, sans aucune gêne. Et il faut dire que les expériences brisent pas mal la glace entre les fidèles, qui nouent des liens très rapidement. Si vous voulez enlever la culotte que vous avez sur la tête, vous devez d'abord enlever la culotte que vous avez sur les fesses, leur dit Raël. Une invitation, comme vous l'aurez sûrement compris, à laisser derrière une ancienne version de soi, à se couper du monde qu'ils connaissent pour accéder à la connaissance de la vérité. Il apprend alors à ses fidèles à se regarder entièrement nus dans le miroir et d'apprendre à regarder toutes les parties de leur corps, jusqu'à leurs anus. Il leur apprend même à ne pas avoir honte de leur corps et de leur nudité. Peut-être la seule chose qu'il a fait de bien. Mais vous le verrez après, au fur et à mesure de la vidéo, au fur et à mesure qu'on va avancer, que c'était pas sûrement un acte bienveillant qu'il voulait faire en faisant ça, mais qu'il avait un plan plutôt bien préparé derrière la tête. Les fidèles ont alors là la sensation de se transformer, de progresser et de s'élever surtout spirituellement. Ils ont la sensation de faire partie d'une grande famille aimante, une famille où on se regarde littéralement le trou du cul ensemble. Bon, mais soit. Après tout, ils sont tous les enfants des Elohim. Et en bon père, il veille sur eux en permanence.
L'amour va être souvent le mot utilisé pour décrire ce qu'ils vivent, les fidèles, au sein de la communauté. Le lieu est en dehors du temps, on y vit en toute harmonie, sans aucun tabou. Autour de Raël, on y fait l'amour en plein air. Il n'y a plus aucune gêne. Et ceux qui sont un petit peu coincés finissent par se libérer sous les invitations de Raël. Cette vie en dehors de la société séduit beaucoup de Raéliens. Même les homosexuels sont les bienvenus à une époque malheureusement qui n'est pas vraiment tolérante envers eux. Pour le gourou, le seul fanatisme respectable est le fanatisme de la liberté. Raël s'affiche alors avec de nombreuses conquêtes, les compte en centaines, voire en milliers même. Il se vante ouvertement devant tout le monde de ses conquêtes. Selon lui, le contraire de l'amour est la jalousie. Il demande même à ses fidèles de ne pas faire preuve de jalousie les uns envers les autres, et les invite même à pratiquer l'échangisme. Pourtant, contradiction de fou, car Raël est jaloux lui-même, mais ne le montre évidemment pas. Les Raéliens s'échangent donc pour maîtriser leur jalousie, mais pour une raison aussi que vous aurez sûrement deviné à travers votre écran, pour gagner en estime du gourou et monter en hiérarchie. Il crée plusieurs guides pour répandre la parole pour lui, des sortes d'apôtres, tout comme Jésus avait les siens. Donc, ce sont donc autant de versions de lui-même qu'il a formatées pour répandre son message et celui des Elohim. Lui se met à partir d'un moment à ne porter que du blanc. Il prend son rôle de prophète de plus en plus au sérieux. Aimez-vous les uns et les autres et aimez-moi. Mais pour continuer à fédérer autour de lui, il va falloir proposer à son groupe un objectif beaucoup plus puissant. Il propose alors un objectif très concret qui va fédérer encore plus les fidèles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il voit très grand, vraiment très très grand. Il va aller même jusqu'à créer des films promotionnels pour promouvoir la construction de l'ambassade. Et la deadline de construction est 2035. Bien sûr, comme les Elohim vont venir en chair et en os, dans leur vaisseau, il faut aussi construire évidemment une piste d'atterrissage, juste à côté de l'ambassade. Et puis évidemment, il faut aussi une villa avec piscine pour Raël, qui est quand même le représentant sur Terre, le prophète des Elohim. Certains fidèles sont hyper excités et enthousiastes à l'idée de les rencontrer, et sont même prêts à avoir des rapports sexuels avec eux. Et pourquoi pas, encore plus fou, porter leur progéniture. Car en parallèle de son projet de construction d'une ambassade, Raël développe et cultive un autre projet en parallèle, celui de mettre au monde le premier être humain cloné de toute l'humanité. À cette époque, l'idée du clonage révèle presque de la science-fiction. Mais pour le gourou, le clonage est le futur de l'humanité, car il permet d'accéder à une forme de vie éternelle. Les Raéliens sont alors ainsi investis de la mission de cloner le premier être humain à la façon dont les Elohim les ont créés dans leur laboratoire extraterrestre. Raël rêve de devenir à son tour un dieu créateur. La science, la génétique et l'idéologie du clonage sont maintenant au cœur des discours, même s'ils ne sont pas toujours très rigoureux ni même cohérents. Les adeptes avalent tout et ne remettent en cause aucune parole en question. Surtout ceux qui croyaient déjà à l'existence d'une vie extraterrestre. Jusqu'en 1980, les Raéliens sont alors perçus comme des hippies, des marginaux au style de vie alternatif comme pas mal de communautés. En réalité, à l'époque, on n'a pas du tout le même regard sur le phénomène qu'aujourd'hui. On ne perçoit pas trop le danger ni les dérives potentielles, que vous verrez juste après, et qui sont très très graves. Jusqu'au massacre de Johnston, un suicide collectif organisé par un certain Jim Jones. En 1978, ce drame qui se déroule en Guyana choque complètement l'opinion. Le monde entier découvre à la télévision que les membres d'une communauté sont capables de se soumettre au pire. À cette époque-là, on est complètement choqué des fidèles à accepter la mort sans opposer la moindre résistance. En réalité, comme Heaven's Gate ou le Temple solaire, des sujets qu'on a déjà abordés sur la chaîne, d'ailleurs je vous en mets une juste là, c'est le même mécanisme sordide qui se met en place. Les fidèles, complètement endoctrinés, ont l'impression d'accéder à une connaissance qu'ils sont seuls à détenir. Et le suicide, la mort, sont représentés comme des rituels normaux complètement et nécessaires surtout à l'élévation de l'âme vers un autre monde, un monde supérieur. Mais jusqu'où Raël va-t-il conduire sa propre communauté? Jusqu'où le gourou, qu'on prend pour un excentrique sans danger, va-t-il aller? Déjà, il pense bien à la façon de financer la construction de l'ambassade et les recherches sur le clonage. Il ne se contente plus du tout là de demander aux membres une simple adhésion. Et oui, il faut bien la financer, cette fameuse ambassade qu'il estime à 300 millions de francs. Alors, non.
À l'époque, en France, on ne payait pas encore avec des euros, mais des francs. Pour ceux qui sont trop jeunes, comme moi d'ailleurs, ça fait environ 260 millions. Ce qui est déjà quand même un beau budget. Chaque Raélien doit cotiser à hauteur de 11% de son salaire, 10% dans les caisses de la communauté et 1% direct dans la poche du prophète. Tous les ans alors, les fidèles sont classés suivant la hauteur de leurs dons. Évidemment, les meilleurs contributeurs sont bien sûr les mieux classés et mis en avant par rapport aux autres. Tous ont la sensation d'œuvrer pour le bien, pour la construction de l'ambassade et le futur de l'humanité. Certains vont même jusqu'à aller vider entièrement leur compte en banque pour rendre ce projet réalisable et le prophète heureux. Mais bon, certains fidèles insistent, ils ne sont pas contraints tous de donner de l'argent. Les dons sont assez libres en réalité. Mais en plus du budget, il faut aussi trouver le lieu pour accueillir cette construction. Raël se tourne alors vers Israël. Une mission est organisée et 20 Raéliens sont envoyés sur place. Ils veulent convaincre les Juifs que le Messie est arrivé en la personne même de Raël. Mais bon, ils ne sont pas pris quand ils font ça très au sérieux et les demandes au gouvernement pour accueillir l'ambassade n'aboutissent pas du tout. En attendant, il veille alors à ce que l'argent des fidèles soit mis de côté pour profiter à la construction de l'ambassade. L'argent est donc géré par le mouvement raélien international, dont le président n'est autre que Raël en personne. L'argent ramassé en tout est estimé à environ 20 millions de dollars, probablement mis sur des comptes en Suisse. En parallèle, rien n'est assez beau pour le prophète. Les hôtels les plus luxueux, les meilleurs restaurants, il ne se refuse rien. En même temps, c'est le dernier prophète, le frère de Jésus. Il a tous les droits. Il reprend même, dites-vous, la course automobile, aux frais des Raéliens, qui vont littéralement lui payer tout. Sa voiture et la floquer à son nom. Je pense être le chef religieux le plus rapide de la planète. Alors, cette activité, il ne la fait pas seulement que par plaisir. Il pense aussi que cela pourrait être une parfaite promotion pour le mouvement. En parallèle, il a missionné une certaine Brigitte Boisselier de s'occuper du projet de clonage. Présentée comme une chimiste de formation, il l'emmène avec lui sur les plateaux de télévision et la présente comme la femme capable de cloner des humains à partir d'une cellule. Et le pire dans tout ça, c'est que l'énergumène de Raël est invité partout, ce qui lui offre en réalité un boulevard pour répandre son idéologie. Mais en réalité, les médias, ils adorent ça, car il fait exploser complètement l'audimat dès qu'on annonce sa présence à la TV. On l'a compris, il se fait progressivement une petite fortune personnelle et une petite célébrité. On estime à 1 million de dollars par an tous les dons des fidèles qui vont directement, évidemment, dans ses poches personnelles. Mais progressivement, l'opinion se méfie de plus en plus. La popularité de Raël est sur la pente descendante. La communauté commence à faire les choux gras des journaux, jusqu'à une interview fatidique de Raël par Christopher de Chavannes qui aborde le sujet des enfants dans la communauté. Lors de l'interview en question, Raël apparaît très déconcentré face au sujet des enfants dans la communauté des Raéliens. C'est sans compter sur les questions de Christophe de Chavannes. Est-ce que vous proposez aux gens d'avoir des rapports nouveaux avec leurs enfants ? Eh bien écoutez, oui, tout à fait. Dans notre mouvement, nous sommes fanatiques de la liberté. C'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Sexuel ? Sur tous les plans, oui. Attendez, comment ça sur tous les plans ? Surtout sexuel, mais sur tous les plans. La question de Raël face aux questions du présentateur choque l'opinion publique. Comment cet homme peut-il ne pas agir à l'insinuation de pédocriminalité au sein des Raéliens ? Je ne comprends pas, vraiment c'est terrible. D'autant plus que Chavannes revient aussi sur un témoignage plus que dérangeant paru dans la presse. Le témoin affirme apparemment que son grand-père, raélien, l'a encouragé à se caresser le sexe devant lui à l'âge de 3 ou 4 ans. Enfin, le présentateur fait intervenir un ancien fidèle présent sur le plateau. L'homme accuse directement Raël d'être un monstre et la communauté d'être une secte. Selon lui, Raël tient des discours qui incitent ses membres à avoir des rapports sexuels avec leurs enfants, si on peut dire ça comme ça. Le témoin accuse aussi Raël d'interdire les photos et les magnétophones à l'intérieur de la vie de la communauté, dans le seul but de protéger ce qui est dit et sa pratique plutôt étrange entre les adeptes. Pour cacher des choses, en somme. À la fin de son témoignage, l'homme interpelle alors Raël, qui ne daigne même pas lui répondre. Il se jette sur le gourou. Mais le présentateur s'interpose et Raël ne bouge pas. Cependant, c'est trop tard pour lui. La justice s'intéresse de plus en plus aux témoignages de dérives qui commencent à se faire de plus en plus nombreux. Parmi eux, une ancienne membre, alors enfant, dit avoir été abusée à l'âge de 11 ans.
Un responsable du mouvement raélien vont jusqu'au tribunal pour ces accusations. Raël, lui, dit être victime de calomnie. En 1995, pourtant, le gouvernement statue à propos des raéliens. Le mouvement est une secte qu'il faut surveiller. La communauté alors est perçue comme dangereuse par l'opinion publique. Les accusations alors de pédophilie et de dérive financière tombent. Mais très loin de dissuader notre fameux gourou et les adeptes. Non, là ça va consolider encore plus leur ferveur spirituelle. Comme les premiers chrétiens, ils sont persécutés. Beaucoup de raéliens assumés perdent leurs emplois après ces scandales. Les entrées d'Éden doivent même, dites-vous, être gardées par la sécurité face à l'adversité de l'opinion. Des opposants au mouvement manifestent devant le domaine où s'enferment les raéliens. Plein de personnes sont devant, certains, dites-vous, tirent des coups de feu autour de la propriété. Raël reçoit même des menaces de mort. À ce moment, avec ses guides, il prend alors la décision de quitter le département du Tarn. Ils vont alors se diriger vers le Québec et faire déplacer la secte là-bas. Il est accueilli là-bas à l'aéroport par un comité, sûrement organisé pour les caméras. Et il ne faut pas évidemment oublier que Raël est un ancien journaliste et artiste dans l'âme. Il aurait très clairement pu organiser tout ça pour son image. Il maîtrise le monde des médias, il sait ce qu'il fait. En s'expatriant, le mouvement espère alors un nouveau départ. Dans le nord de l'Amérique, l'opinion est beaucoup moins suspicieuse vis-à-vis des groupes communautaires. C'est l'endroit alors parfait pour établir son nouveau QG, et les laboratoires destinés à faire naître Ève, le premier bébé humain cloné. L'Amérique du Nord découvre Raël, les Raéliens et le message des Elohim, eux aussi. Et étrangement, la communauté ne dérange pas du tout les habitants. Le mouvement commence à avoir de l'expérience et se structure toujours plus. En 2008, alors, il crée l'Ordre des Anges, composé des plus belles femmes parmi les Raéliennes. Raël s'avère en réalité être accro à la soumission des femmes. Dans ses cérémonies, il fait défiler cet ordre féminin, seins nus, devant lui pendant qu'il prie. Dans cet ordre, les femmes les plus désirables sont choisies pour accueillir physiquement les Elohim. Parmi elles, les plumes blanches peuvent avoir des relations sexuelles avec les autres membres de la communauté. Mais les plumes roses, elles, sont réservées aux Elohim exclusivement pas tellement, aussi au prophète Raël. En réalité, vous l'aurez peut-être deviné, il fait ça pour avoir une exclusivité sexuelle avec ses femmes et le contrôle total sur elles. Il est interdit pour elles de se refuser à Raël quand il leur demande d'avoir des rapports. Elles sont obligées. Parmi elles, il épouse Sophie, alors qu'elle n'a que 16 ans. Et lui, je vous le rappelle, 46. Il lui fait comprendre qu'elle est née pour le servir. Dès qu'il peut la montrer nue, il l'utilise et l'exhibe. Elle pose même nue, dites-vous, dans le magazine Playboy pour faire la promotion du mouvement. Les autres anges aussi posent nus pour le magazine. Sur une photo, elles sont toutes en présence du gourou qui, lui, porte son éternelle combinaison blanche. Raël se fait donc alors appeler le prophète bien-aimé. Il estime qu'il doit être mis au même niveau que le Dalai Lama, le pape et tous les autres leaders religieux. Il simule les foules en rassemblant ses fidèles, chantant à tue-tête « Elohim, Elohim, Elohim », pendant que tous, sans exception, sautillent en transe. Il ouvre aussi une sorte de musée ufoland. L'exposition, sur plusieurs salles, représente l'univers et explique le projet de Raël et le grand plan des Elohim. On peut y voir des reproductions de soucoupes volantes à échelle, et même on peut monter à bord de ces reproductions. Il a créé un véritable parc d'attractions de l'ufologie. Et les visiteurs, dites-vous, viennent du monde entier pour le voir. En réalité, c'est un centre de recrutement déguisé. Et pour couronner le tout, en 1996, naît le premier mammifère cloné de l'histoire, Dolly la brebis. Elle est née après 277 tentatives de fécondation et elle est créée à partir d'une cellule unique, prélevée sur le pied d'une autre brebis. Les Raéliens sont ravis, cette avancée scientifique ne fait que renforcer leurs croyances. Celles pour lesquelles d'ailleurs ils ont été très souvent moqués. Les fidèles voient des prophéties dans les propos de Raël au sujet du clonage. Le reste du monde, lui, est divisé. Il faut dire qu'une lutte fait rage entre les pros et les anti-clonages. Raël, lui, il trépigne et espère être le premier à cloner un être humain. Il presse alors la petite Brigitte Boisselier de mener à bien la mission. Elle se sent alors très investie d'une mission spéciale. Il la met alors très en avant dans la communication du projet. Sur les vidéos, il n'y a que elle tout simplement qui apparaît. Et quand Raël passe sur les plateaux TV, c'est tout le temps elle qui l'accompagne. Finalement, elle est licenciée par son entreprise qui apprend en la voyant dans la presse son appartenance à la communauté. Son ex-mari l'apprend d'ailleurs très vite
et demandent directement la garde de leur plus jeune fille. Elle qui était encore mineure, « Merci papa, tu as sauvé une fille ». Elle est complètement discréditée, mais crie à la chasse aux sorcières contre les minorités religieuses. Raël, lui, convoque l'anti-argument d'autorité. La loi française mène alors une guerre assez soutenue contre les pro-clonages. Brigitte Boisselier et son associé, un certain Damien Marsic, installés aux États-Unis pour leurs recherches, sont à l'abri, en revanche, de la justice française. Tout ça est évidemment financé par, devinez qui, Raël, et le laboratoire est nommé Cloned. Il propose au monde un bébé cloné pour 200 000 $. Et Brigitte Boisselier, surtout, communique activement sur le projet. C'est d'abord un couple d'Américains qui la contacte. Lorsqu'ils la rencontrent, ils ont avec eux la photographie d'un nourrisson. Leur fils, de 10 mois, vient de décéder d'une maladie cardiaque. Elle accepte alors, après être touchée de leur histoire, de cloner tout simplement l'enfant du couple et se le donne pour objectif à la fin de l'année 2001. Il faut qu'elle l'ait terminé. Objectif à attendre avant Noël 2001, le père du futur nourrisson, un avocat, finance une grande partie des recherches et du matériel médical nécessaire pour le clonage. Les Raéliens comptent maintenant plus de 50 000 membres. Parmi eux, des dizaines de femmes se portent volontaires pour accueillir le futur embryon cloné. Anouchka, Jade, bref, j'en passe. Toutes les femmes veulent participer à la mission, mais seules les plus jeunes d'entre elles sont retenues, dont Marina, la fille aînée de Brigitte Boisselier elle-même. Finalement, le Sénat américain réagit enfin et demande à Brigitte Boisselier de rendre des comptes sur ses recherches. Elle est interrogée alors pour vérifier que le projet n'enfreint aucune loi américaine. Raël lui-même, dites-vous, décide de se rendre devant les sénateurs et soutient qu'il ne fait qu'accomplir ce que les Elohim lui ont demandé, c'est-à-dire perpétuer la vie par le biais d'une manipulation scientifique à partir d'une cellule comme eux ont créé les humains. Rien ne peut être retenu en justice contre Raël et son projet fou. Mais Brigitte Boisselier est sous écoute et le FBI recherche des laboratoires de clonage pour les fermer. Boisselier est même fichée par le FBI. Fin de l'aventure américaine pour elle et les autres qui quittent le pays. Notre Brigitte et les membres, ça dégage. Direction les amis maintenant, le Mexique, précisément à Espiritu. Une propriété isolée de tout qui appartient à Raël. La communication sur le projet a porté ses fruits. Beaucoup de couples en incapacité d'avoir des enfants ou en deuil de la perte d'un enfant cherchent à contacter Clonaid, l'agence de clonage de notre fameuse Brigitte. Un couple contacte Brigitte Boisselier. Ils ne peuvent pas avoir d'enfant et lui demandent de leur en donner un en le clonant à partir d'une cellule de la propre mère. Dans un endroit tenu secret, à l'abri des regards et des lois anti-clonage, ils procèdent alors à la procédure d'implantation de l'ovule fécondé. La grossesse se déroule bien, et la naissance est prévue par césarienne. La presse est chaud bouillant sur l'arrivée du premier bébé cloné au monde. Avec Raël, la veille de l'accouchement, il cherche un nom alors pour cet enfant. Mais que va-t-il choisir? À votre avis, ce sera Ève. Ève. Évidemment. Le 27 décembre alors 2002, Brigitte Boisselier annonce l'événement à la presse. Ève est née la veille, à 11h55, dans un endroit tenu complètement secret. La nouvelle se répand dans les journaux du monde entier, qui apprend l'existence de Raël et de sa secte. Brigitte Boisselier, quant à elle, reçoit des menaces de mort et doit vivre cachée. La communauté scientifique reste sceptique face à l'annonce et pense qu'il s'agit en fait d'un canular. On demande alors des preuves, des photos, des échographies, mais Brigitte Boisselier ne présente rien. Personne ne se manifeste pour présenter la fameuse Ève. Un procureur américain alors se saisit de l'affaire. Il estime que le premier bébé cloné doit avoir un suivi médical en raison des risques génétiques. Sans ça, il est évident que l'enfant n'est pas en sécurité. Il demande alors à ce que ce bébé, s'il existe évidemment, soit retiré de ses parents et placé sous tutelle. Il est aussi nécessaire de voter des nouvelles lois pour protéger ses droits. Brigitte Boisselier alors se décide de retourner devant la justice américaine. Et face au juge, dites-vous, elle ne veut pas révéler où se trouve l'enfant et affirme qu'il n'est même pas aux USA, qu'il n'y a même jamais été. Mais devant l'insistance de la cour, elle finit enfin par céder et annonce que Ève réside en Israël, et avec ses propres parents. Mais elle n'en saurait apparemment pas plus. Ni l'adresse précise, ni le nom des personnes qui s'occupent de l'enfant, comme son pédiatre. Elle révèle aussi qu'elle n'a jamais vu l'enfant de ses yeux, seulement des vidéos. Cet anonymat, selon elle, a pour but de protéger l'enfant et les parents, et de ne pas forcer la petite Ève à grandir sous la lumière. Devant son témoignage, le juge alors va jusqu'à douter de l'existence de l'enfant et rejette alors la crédibilité de l'histoire ainsi que la demande du plaignant.
En gros, il n'y a aucun enfant en danger à ses yeux qui mérite que la justice américaine ordonne son placement. Est-ce qu'un enfant du coup a été cloné? Eve existe-t-elle? Le monde entier est divisé et ne comprend pas du tout ce qui se passe. Est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que c'est une créature de Frankenstein? Ou s'agit-il d'un canular? Après tout, personne ne dispose d'aucune preuve, aucune identité, rien. Ce qui est étrange, si Brigitte Boisselier a vraiment, comme elle le dit, réalisé le premier clonage de l'humanité, quel scientifique n'aimerait pas apporter les preuves de son extraordinaire avancée? C'est quand même louche. Pourquoi n'en dit-elle pas plus à propos de Eve? Bon, suite à l'annonce publique du bébé cloné, Raël convoque ses fidèles. Bon, face à l'assemblée, il est tout content, très joyeux, parce qu'en fait, il a réussi ce qu'il voulait, attirer la lumière des journaux et donc gagner pas mal d'argent. Les Raéliens, eux, sont euphoriques. Personne ne semble encore réellement se soucier de la véracité de l'histoire du clonage. Pourtant, Damien Marsic, lui-même, l'associé de Brigitte Boisselier, témoigne devant les caméras que c'était complètement, en fait, tout ça, une supercherie. Selon lui, il n'aurait même jamais eu de discussion scientifique avec Brigitte Boisselier. Il explique même qu'il ne la voyait pratiquement jamais, cette Brigitte. Elle ne venait en fait au laboratoire que pour des photographes où elle posait avec une blouse blanche. Rien que ça. Damien Marsic décrit d'ailleurs une femme qui ne sait même pas comment fonctionne le matériel scientifique. Bon, vous avez compris, tout ça, c'est du charabia. Tout est faux depuis le début. Après l'annonce de la naissance d'Eve, elle lui aurait d'ailleurs même demandé de garder le silence. Selon elle, elle parviendrait un jour à faire naître ce bébé cloné, et ce n'était donc pas réellement un mensonge. On y croit moyen, ma Brigitte. Moi je t'avoue maintenant, on n'y croit plus du tout là. À l'automne 2003, c'est une journaliste infiltrée qui révèle enfin aux médias la supercherie totale de la secte. Interrogé, Raël lui dit ne jamais avoir eu de preuves non plus concernant la naissance d'Eve. Et il affirme qu'en absence de preuves, il est bon de douter. Tout le monde a le droit de penser ça pour lui. Mais selon lui, il n'y a aucune raison de douter de Brigitte Boisselier. Si elle a dit qu'elle allait cloner un humain, alors elle l'a fait, même si lui encore attend des preuves. Étrange quand même comme discours, vous trouvez pas? Brigitte Boisselier, elle, n'aurait ensuite eu de nouvelles d'Eve que de temps en temps par des intermédiaires? Ça paraît trop bizarre. Mais l'attention des médias et des autorités ralentit le business petit à petit de Raël. Il finit alors donc par quitter l'Amérique du Nord pour, hop, tout droit partir vers le Japon en 2007. Les fidèles se sentent alors complètement abandonnés par leur gourou. En 2021, devant les caméras des journalistes, il aborde alors fièrement 2 jeunes épouses japonaises qui sont complètement soumises à lui, mais aussi avec quelques années de plus et des dents en moins. Il continue en ce moment même de fédérer et de recruter des fidèles au Japon. Et même s'il n'est pas le bienvenu en France, et aux États-Unis non plus, personne ne va réellement se mêler de ce qui se passe au Japon. Selon lui, les histoires de clonage ne sont en réalité que des mensonges des médias eux-mêmes, qui ont cherché à le nuire. Bien sûr, évidemment, c'est jamais de sa faute. De toute façon, pour lui, c'est surtout Brigitte Boisselier qui tenait beaucoup plus à ce projet que lui. Et les médias se sont déchaînés sur lui. Mais lui n'a rien fait. Il n'y est pour rien. Que la naissance soit vraie ou non, au final, Raël a réussi ce qu'il voulait. Qu'on parle de lui dans le monde entier. Aujourd'hui, il est à la tête, dites-vous les amis, d'une secte multinationale. Et probablement d'un empire financier que vous n'imaginez pas, les gars. Même moi, ça me dépasse. Il s'est aussi évidemment assuré qu'à sa mort, un autre guide soit élu à la tête du mouvement. Et le mouvement est présent sur tous les continents du monde. Et pour vous placer un petit update de l'ambassade, spoil, elle n'a encore jamais été construite et on pense qu'elle ne sera jamais construite. Mais bon, pour Raël, il s'agit d'un projet de longue durée. Un projet qui ne se réalisera pas demain, comme il le dit. La plupart des Raéliens ont conscience et sont persuadés qu'ils mourront probablement avant d'avoir pu rencontrer les Elohim. Mais ils sont quand même heureux d'avoir contribué à préparer la planète pour les accueillir. En fait, la plupart de ceux qui restent se fichent pas mal de savoir qu'il s'agit de science-fiction ou de réalité. Eve, quant à elle, n'a jamais été présentée au grand public. En conclusion, le gars vit aujourd'hui sa meilleure vie au Japon, où il reçoit des journalistes au calme sur la plage, qui prennent le temps quand même de faire des beaux plans cinématiques de lui. C'est terrible. Les amis, honnêtement, je ne sais pas quoi en penser de tout ça. Je me demande sincèrement si des mecs comme Raël sont de fins manipulateurs ou des personnes elles-mêmes convaincus de leurs croyances complètement lunaires. C'est malheureusement les amis déjà l'heure de se quitter. Je vous conseille les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous l'ordonne. Je suis un gourou moi aussi, j'abuse évidemment. En vrai si vous avez kiffé les gars, n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, ça me ferait tout bonnement plaisir.
Ça me soutient et ça me montre que vous aimez ce genre d'histoire un petit peu bizarre autour d'humains complètement délirants. C'est malheureusement déjà l'heure les amis de se quitter, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Il y en a qui pensent pas trop, je le vois dans les statistiques. Abonnez-vous, vous êtes très peu à vous abonner quand vous regardez les vidéos. Mais si vous aimez, n'hésitez pas, c'est un soutien de fou. Je vous mets maintenant top des vidéos à l'écran sur des vidéos que j'ai pu faire en lien avec des sectes. Prenez un plaisir, régalez-vous, c'est pour vous. À très vite pour de prochaines vidéos et de nouvelles histoires. Bisous. It's okay, this was a good shot. Oh god. Hold on. It's a good one. Nice. God, our ship is dying. We repair. Hold on. More cannonballs. We missed. That's fine. There is too many ships. How many ships are there? Shoot! Other cannons! It's okay, one of them is almost down. We'll need to board that one. We lower the speed so we can aim better. Sorry, turn better. Okay, that one, we'll need to board. Let's repair our ship a little bit. Oh god. Oh god. It's okay. No, we're okay. I'm repairing our ship as well. It's okay, this was good. We picked up some loot. Oh god. Oh god. Oh god. It's okay, it's okay. Let's go, let's go, let's go repair a little bit. Oh god, we're almost dead. It's okay. Repair! Sail us! Repair! The situation is dire. Hold on. Let me see. We have better repairs. But they're on cooldown. We might need to use them. I think there are more ships incoming. Okay, we cannot shoot the ship that's already down. It's okay. We go, we go, we go, go, go. A second ship is almost down. We need to stay safe for a little bit. Oh god. Repair! Repair the ship! Oh god. Those were some good shots, but they also got us good. Hold on. We need to buy some time to repair. Okay. We should wait until we're closer.